Bonsoir. Un an après le premier confinement, ce sont les vaccins qui sont au cœur de la stratégie vaccinale. Normalement, parce qu'on a appris cet après-midi qu'AstraZeneca, qui permettait d'accélérer la vaccination, a été stoppé après plusieurs cas de complications avérées un peu partout en Europe. Annonce faite cet après-midi par Emmanuel Macron. La France s'aligne donc sur d'autres pays européens qui avaient déjà mis en garde et arrêté le vaccin anglo-suédois. Nous sommes en guerre, avait lancé Emmanuel Macron il y a un an. Un an après, où en est-on et comment peut-on imaginer l'avenir quand on est dirigeant politique? Eh bien, c'est ce dont on va parler ce soir avec notre invité Olivier Faure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Vous êtes avec nous pendant une heure d'audition publique sur LCP, Public Sénat, avec Le Figaro. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. On va parler donc de l'actualité immédiate, la suspension de la vaccination AstraZeneca en France. Est-ce que c'était la meilleure décision à prendre ? Bon, je comprends qu'il y a une inquiétude et il faut pouvoir la lever. Et je crois que d'ici à mercredi, elle le sera. Ce que je sais, c'est qu'il y a 17 millions de personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin, que quelques-unes ont fait une thrombose, mais chaque année, ce sont 300 000 personnes qui sont victimes de thrombose dans notre pays. Donc, bon, il faut rester prudent, bien sûr, mais ne pas non plus céder à une forme de panique que l'on peut comprendre, parce que nous sommes face à des vaccins qui sont récents, mais la réalité, c'est qu'il y a certainement une conjonction. Souvenez-vous, pour le Pfizer, l'an passé, c'était la même chose. On avait aussi cru que le Pfizer conduisait à la mort immédiate d'un certain nombre de patients. Les études ont montré l'inverse. Donc, quand vous dites qu'il ne faut pas céder à la panique, en l'occurrence, qui cède à la panique, là ? Je dis simplement que je vois qu'aujourd'hui... C'est l'Europe qui cède à la panique. Il y a un certain nombre de pays qui ont souhaité suspendre, peut-être pour rassurer leur population. Pour la France. Y compris la France, auquel cas, je estime assez normal, mais attention, parce qu'AstraZeneca, c'est 1 million de doses par semaine. Donc, si vous suspendez pendant une semaine, c'est 1 million de vaccins en moins. 2 semaines, c'est 2 millions et ainsi de suite. Or, la stratégie française, elle repose notamment sur AstraZeneca, puisque nous n'avons rien d'autre. Rien d'autre. Donc la réalité, c'est que Moderna quand même, si nous voulons construire une stratégie vaccinale et surtout éviter en fait le pire, c'est-à-dire de tout bloquer dans ce pays, ça suppose de vacciner. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas si vous trouvez qu'il fallait prendre cette décision de stopper ou pas. Moi, je pense qu'à ce stade, rien n'indique que l'AstraZeneca soit un problème. Mais si c'est l'affaire de 2 jours, je l'entends, je le comprends parfaitement. Il faut parfois rassurer. Et donc, rassurons... Ça peut entraîner de la panique, au contraire, parce que le doute sur les vaccins, là, ça va être pire encore, non ? Il faut rappeler ce que je viens de dire à l'instant. Oui. 17 millions de vaccins, quelques cas de thrombose, chaque année 300 000 thromboses en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui va se faire vacciner et ensuite est victime d'une thrombose. Est-ce qu'il y a un lien entre la cause et les faits? Moi, je ne le crois pas, mais je ne suis pas scientifique et c'est pas à moi de le dire. Alors, il y en a une qui le dira, c'est l'Agence européenne du médicament. Exactement. Qui va dire si c'est bon ou pas d'ici 48 heures à peu près. Ouais. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à cette Agence européenne du médicament? Pourquoi pas? En fait, heureusement que... Enfin, moi, je suis quand même que dans des pandémies comme celle-là, qu'on évite en permanence de créer nous-mêmes le doute, il y a une instance qui est chargée pour l'Union européenne de valider ou pas les vaccins. Il faut lui faire confiance. On ne remet pas ça en cause. On ne remet pas le plan européen en cause. Non. Il y a déjà suffisamment de choses à remettre en cause. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, justement avec Brigitte Boucher et Tam Tranui qui sont avec nous comme tous les soirs. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis. Et bonsoir Tam. Bonsoir Francis. Et c'est Tam qui commence de Public Sénat. Oui, par ailleurs, le même laboratoire, AstraZeneca, avait déjà annoncé des retards dans les livraisons de vaccins. Est-ce qu'il n'est pas temps pour la France d'aller voir ailleurs, d'aller voir vers d'autres vaccins, le vaccin russe, le vaccin chinois par exemple, pour pouvoir tenir les objectifs de vaccination ? Si, bien sûr, mais j'espère qu'il n'y a pas de barrage idéologique. Nous sommes dans un moment où il faut, j'allais dire, faire feu de tout bois. C'est pas la bonne expression, mais l'idée est celle-là, c'est que il faut aller chercher les remèdes là où ils existent. Pour l'instant, jusqu'ici, les Russes, les Chinois avaient refusé de donner en fait leur secret de fabrication pour permettre justement à cette agence du médicament de vérifier qu'il n'y avait pas de contre-indication et à partir de là de commercialiser. Les Russes viennent de se soumettre à ce processus. L'Agence européenne du médicament. Et donc, je crois comprendre qu'il ne s'appellera pas Spoutnik en Europe, je ne sais pas comment on l'appellera, Ariane, j'espère, enfin peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que... mais c'est une bonne chose, ce n'est pas idéologique, il faut s'ouvrir au vaccin. Bien sûr, il n'y a pas de question idéologique là-dedans.
Il ne faut pas qu'il y en ait, surtout. Il ne faut pas qu'il y en ait. Enfin, peu importe que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il attrape la souris, disait Mao Tse-tung. Voilà. Olivier Faure, la situation est assez préoccupante et inquiétante, c'est ce qu'a dit le Premier ministre Jean Castex. Emmanuel Macron dit également que nous aurons des décisions nouvelles à prendre dans les prochains jours. Vous êtes député de Seine-et-Marne, vous êtes directement concerné. Est-ce que vous pensez qu'il faut reconfiner en Île-de-France ? D'abord, ce que je demande au gouvernement, et vous noterez que depuis 1 an, j'ai toujours dit la même chose. Moi, j'ai toujours été d'accord pour non pas être dans la polémique gratuite, mais chercher avec le gouvernement quelles étaient les bonnes pistes. Et donc, je souhaite que tout soit mis sur la table pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Et moi, je m'engage, au nom de mon parti, à faire en sorte que si nous arrivons à une décision conjointe, nous l'assumions avec le gouvernement. Pas simplement être toujours l'opposition qui râle, qui conteste, etc. Moi, je suis Donc, prêt. vous souhaitez être consulté, c'est ce que vous demandez en fait. Je souhaite que d'abord tout soit mis sur la table. Parce que Tout, c'est-à-dire, tous les chiffres, toutes les données. Les chiffres, les données. Comment vous expliquez, par exemple, que les notes du Conseil scientifique, qui avaient été, il y a 1 an, présentées comme l'instance de régulation par excellence, etc., maintenant, ils font des notes. On ne les a que 3 semaines, 1 mois après. Sauf que là, on connaît le taux d'incidence en Ile-de-France, on connaît les personnes en réanimation, les hospitalisations. Vous n'avez pas suffisamment de données pour savoir si aujourd'hui, il faut reconfiner l'Île-de-France. On a besoin de comprendre quelles sont, parce qu'il faut mêler 2 stratégies, la stratégie vaccinale et puis éventuellement le confinement, comprendre ce que serait l'impact des mesures que nous prendrions sur les uns, sur les autres, l'impact psychologique, puisque dans le Conseil scientifique, vous avez maintenant désormais des psychologues. Moi, j'ai besoin d'avoir toutes ces données-là pour pouvoir faire la part du lion et comprendre à la fin ce que nous pouvons prendre comme décision. Olivier Faure, ce que j'espère. Vous avez vu les évacuations de malades, par exemple, vers des hôpitaux partout en France. Vous avez vu les cas, comme disait Brigitte, d'occurrences qui augmentent. Ça ne vous suffit pas pour dire qu'il faut reconfiner l'Île-de-France? Je voudrais avoir les études d'impact. Vous voyez bien ce qui se passe. 40% de déprogrammation. Je vois ce qui se passe. Je comprends que nous sommes dans une situation qui est extrêmement pénible pour les soignants, terrible pour les familles et pour les malades de la Covid. Et donc, oui, il faut... Moi, je suis prêt à assumer, y compris des mesures difficiles dans l'opinion. Y compris un reconfinement d'Île-de-France. Je suis prêt à assumer toutes les décisions qui s'imposeront à une condition, c'est que préalablement, nous ayons toutes les données qui permettent de comprendre quel est l'impact des mesures que nous prenons. Ça n'est pas normal que nous ne sachions pas, que tout ne soit pas sur la table et que nous soyons condamnés finalement. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est là pour suivre les paris du président. Moi, je ne suis pas là pour suivre les paris du président, je suis là pour faire en sorte que les Françaises et les Français puissent vivre en sécurité sur le poste francilien en l'occurrence. Oui, en tout cas, jusqu'ici, le gouvernement a tenté de ne pas reconfiner l'Île-de-France. La ligne a été de dire que chaque jour sans reconfinement est un jour de gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que c'est un jour de gagner? Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que, justement, c'est ce que je viens de dire. C'est que moi, je ne suis pas là pour faire des paris. On est là pour faire... moi, je veux du solide, je veux du dur. Je veux que les gens comprennent que ce qu'on fait est la meilleure solution. Alors, est-ce que c'est une ligne imprudente de la part du gouvernement de dire qu'on gagne à chaque fois? C'est un pari. Et comme tous les paris, un jour on gagne, un jour on perd. Et là, en l'occurrence, c'est un pari perdu ou c'est pas un pari perdu? Ça veut dire que malheureusement, effectivement, on a aujourd'hui un président qui considère qu'il est épidémiologiste, qu'il est médecin, qu'il est, il est tout, puisqu'en fait, il est omniscient. Donc, il sait tout et il prend la décision tout seul. Moi, j'aime les gens qui prennent les décisions. Mais Olivier Faure, alors qu'il est, c'est un pari perdu, alors? Mais je ne sais pas encore. Simplement, ce que je sais, c'est que ce que je vois, c'est que parfois, quand on confine tôt, eh bien, on confine moins longtemps que quand on confine tard. Et que là, on a un problème avec le variant anglais, notamment, qui est 70% des nouvelles contaminations. C'est pas rien. Donc on sait qu'il est 60% plus létal, plus mortel, et qu'il est 60% plus contagieux. Donc, ça devrait nous faire réfléchir. Et je me souviens très bien, à l'époque où Jean Castex avait accueilli tous les présidents de groupe à l'Assemblée, il leur donnait des graphiques qui étaient terrifiants, d'ailleurs qui ne se sont pas vérifiés, mais des graphiques qui montraient bien qu'il y avait un risque. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement avec un taux d'incidence qui est au-delà du seuil d'alerte. Et donc, oui, il faut maintenant agir. Et ça suppose que nous ayons une consultation avec les maires, avec les présidents de département et de région, et que nous ayons des mesures territorialisées aussi, parce que je ne crois pas qu'il faille considérer l'ensemble de ce pays comme un seul bloc. Brigitte. On est 1 an à peu près jour pour jour après le début de la crise et le premier confinement. À l'époque, Emmanuel Macron déclarait « Nous sommes en guerre ». Est-ce que vous diriez qu'il a gagné, peut-être pas gagné la guerre, mais au moins une bataille ?
Je ne sais pas, en fait, moi je n'ai jamais compris ce vocabulaire parce qu'il n'était pas, non pas que nous n'ayons pas une guerre à mener contre le virus, mais parce que si c'était la guerre, dans ces cas-là, il fallait en prendre les moyens. Or, j'ai eu le sentiment, sur les masques, sur les tests, sur le vaccin, que nous étions toujours en retard. Si vraiment nous faisions la guerre comme on a géré l'épidémie de Covid, pardon, mais enfin, nous n'en aurions jamais gagné aucune et nous serions aujourd'hui Donc il a perdu. Occupés encore, oui. Il a perdu si on considère les tests, les vaccins, à chaque fois, les masques. Heureusement, les collectivités locales, par exemple, sur la vaccination, ont pris le relais, le monde hospitalier. Et donc, heureusement, nous sommes dans un pays où tout ne dépend pas du chef de l'État, quoi qu'il en pense. Mais c'est pas quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il en pense. Quoi qu'il en pense. Et donc, mais il n'empêche qu'à chaque fois, vous voyez bien que nous avons toujours été en retard et que nous n'avons jamais réussi à anticiper. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, par exemple, ils prennent encore la tâche des maires, notamment, pour pouvoir savoir ce qu'on met en place. Ça n'est pas, tout le monde ne dit pas de la même façon, même en Île-de-France, on n'a pas tous les mêmes réalités. Les Français ne sont pas convaincus par le gouvernement. Un sondage Odoxa Le Figaro montre que 2/3 d'entre eux sont très critiques à l'égard de la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement, mais ils sont encore plus nombreux à être critiques à l'égard des oppositions, 84% d'entre eux. Vous n'avez pas été au rendez-vous de cette crise sanitaire, vous, les oppositions ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, les oppositions. Quand on fait des sondages où on demande aux gens, on met les choux et les carottes ensemble et on dit maintenant, donnez-nous votre avis sur les choux et les carottes. Est-ce que vous avez les choux et les carottes ? Vous n'avez pas réussi à tirer votre épingle du jeu malgré les critiques faites au gouvernement. Là, en l'occurrence, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, les oppositions. Moi, ce que je sais, c'est que l'opposition que je représente, elle a cherché à chaque étape à être responsable, à se faire entendre. Nous avons alerté sur la question de la stratégie vaccinale en novembre. J'ai écrit le 11 novembre précisément, c'est consultable partout, avec toutes les questions qui ensuite ont été posées par la presse, etc., par les Français eux-mêmes. Et à chaque fois, j'essayais de tirer le sonnette d'alarme, essayer de comprendre pourquoi nous ne faisions pas à temps. Et je ne l'ai pas fait le lendemain pour dire « Ah, regardez, ils se sont trompés ». Non, je l'ai dit avant pour prévenir le gouvernement et lui dire « Voilà, maintenant vous avez les questions posées, répondez-nous ». J'ai reposé les questions directement à Jean Castex dans les réunions que j'ai eues avec lui. Il ne m'a jamais répondu. Je le regrette parce que toutes ces questions, elles étaient non seulement opérantes, mais elles auraient évité de prendre l'ornière à chaque fois. Donc oui, je pense que nous avons été au rendez-vous à chaque étape. Nous avons cherché à le faire dans un esprit de solidarité nationale. Alors, il y a une issue éventuellement à cette crise, c'est le passeport vert qui pourrait être mis en place dès cet été, qui est porté et annoncé par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Est-ce qu'il faut le faire pour vous ? Je ne comprends pas très bien l'objet, parce que en fait, bien sûr, on nous a dit d'abord que c'était pas obligatoire le vaccin. Donc là, si vous avez un passeport, ça le rend obligatoire. Première indication. Ce serait pas que le vaccin, ce serait aussi un test de vaccin, un test PCR ou une guérison, montrer qu'on a été guéri. Pas, un suivi, quoi. Mais vous vous rendez compte que au stade où nous en sommes, à la vitesse où nous allons, nous aurons vacciné les Français en juin 2022. Donc, vous allez imposer un passeport à des gens qui voudraient être vaccinés et qui ne le peuvent pas. Il n'y aurait pas que le vaccin, vous dites. Si, il y a le test PCR. C'est plutôt un état de santé des gens. C'est une garantie pour voyager quand même cet été à partir de. C'est un test PCR, oui, pourquoi pas, bien sûr. Le gouvernement annonce la mise en place d'une prime. Alors, on avait parlé dans un premier temps d'une prime à l'attention des travailleurs de la seconde ligne, c'est-à-dire les caissiers, les éboueurs, etc. Finalement, ça va être une prime jusqu'à 1 000 € défiscalisée pour tous les salariés. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose, même si c'est au bon vouloir maintenant des entreprises et qu'on sait très bien que 1 000 € c'est l'objectif affiché et qu'elle a été moins de la moitié, en moyenne, dans l'ensemble des entreprises françaises. Donc, il faudrait obliger toutes les entreprises à s'en emparer de cette possibilité. C'est une communication habile. On vous dit c'est la prime de 1 000 €. En réalité, elle sera de 300, 400 €. Et en réalité, et puis voilà. Et malheureusement, en la matière, l'État n'a pas donné l'exemple, parce que pour la fonction publique, j'étais la semaine dernière, avec les sages-femmes qui manifestaient devant le ministère de la Santé. Vous vous rendez compte que les sages-femmes qui ont dû continuer à accoucher pendant le premier confinement puis le second confinement, elles n'ont même pas obtenu la prime des soignants parce qu'elles sont considérées comme du personnel administratif, alors qu'elles étaient elles aussi avec les sacs poubelles sur le dos quand il fallait accoucher dans les conditions que l'on sait, avec pénurie de masques, de blouses, de tout ce que vous voulez. Donc effet de communication. Voilà, il faudrait que le gouvernement se mette au niveau et incite justement tout le monde à en faire de même. Incite ou oblige ?
Je préférais que... Non, mais là, vous me demandez... Enfin, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Je ne peux pas non plus... Je dis simplement qu'il y a un exercice de communication quand on dit 1 000 euros. Il faut dire jusqu'à 1 000 euros, vous serez défiscalisé. La réalité, si on est honnête, c'est de dire que cette prime sera très largement inférieure dans la plupart des cas et que parfois, elle pourrait atteindre 1 000 euros. Et même zéro, c'est arrivé. Hein. Et même zéro. On va parler Donc, de... je ne vais pas dire que c'est mal, c'est plutôt mieux que... Voilà, c'est bien, mais soyons honnêtes sur sa communication. On va parler maintenant, Brigitte, du climat. Oui, parce que demain, les députés vont voter la révision constitutionnelle pour inscrire la garantie de la protection de l'environnement à l'article 1er de la Constitution. Que vont faire les députés PS? Que vont-ils voter? On va voter pour. On va voter pour parce que nous sommes d'abord fidèles à ce que la Convention citoyenne avait pu proposer. Mais je dois mettre un codicile, c'est que on va voter pour, mais ça ne servira pas à grand-chose en réalité. Il n'y aura pas de référendum au bout? C'est même pas la question du référendum, c'est que le texte tel qu'il est rédigé n'est pas une amélioration significative de ce qui existe déjà. Vous avez déjà une charte de l'environnement qui est valeur constitutionnelle et qui dit la même chose. Donc vous allez avoir un texte de plus qui n'apporte rien. Il aurait été intéressant de rajouter, par exemple, dans cet article premier, un principe de non-régression pour éviter, par exemple, que sur les néonicotinoïdes, eh bien, la loi votée ne puisse pas revenir dessus. Or, malheureusement, vous pouvez voter tout le texte que vous voulez. Si en plus derrière, vous n'avez pas un dispositif légal qui lui-même vient en soutien, en appui de cette Constitution, ça ne sert à rien. Donc ça sert à rien. Et donc vous pensez qu'il n'y aura pas de référendum au bout ou... Je n'en sais rien. Ça me paraît difficile compte tenu de ce que la droite veut faire au Sénat. Mais là aussi, c'est quand même beaucoup de communication pour pas grand-chose. S'il y avait référendum, de toute façon, vous auriez voté oui, dans la même veine que le projet de loi. Puisque je vous dis que nous allons voter oui à l'Assemblée, je vois mal comment on dirait on vote oui à l'Assemblée, qu'on vote non au référendum. Mais vous savez, les contradictions, parfois ça arrive. Il vaut mieux préciser. Mais moi, j'essaye de vous faire comprendre depuis le début que j'essaye de faire de la politique avec sincérité, avec honnêteté. Je sais bien, ça peut surprendre. Mais c'est comme ça. Moi, je souhaite que nous soyons clairs, cohérents. Bien. Ce que je suis depuis 3 ans que je suis premier secrétaire. On va aussi parler de la loi climat qui est issue de la Convention citoyenne. Elle vient en débat. Vous avez déposé au départ près de 500 amendements sur ce texte. À quelles conditions voterez-vous cette loi ? C'est plutôt... là aussi, j'ai l'impression de me répéter beaucoup dans cette émission parce qu'il y a beaucoup d'affichage. On a un gouvernement qui nous dit c'est pas de notre faute si vous répétez, je vous le dis. C'est à cause du gouvernement qui fait l'affichage. C'est à cause du gouvernement qui fait l'affichage. Oui, bien sûr. Mais c'est malheureux. C'est-à-dire que nous sommes. Vous vous souvenez que ce texte, il vient en fait après une convention citoyenne qui elle-même vient après ce fameux grand débat qui vient lui-même après les Gilets jaunes. On vient de loin. Ça devait être un texte prioritaire. Il a d'abord été repoussé à plusieurs reprises. Il devait passer pendant l'automne, puis l'hiver, puis maintenant, ça devait être en janvier, puis c'est finalement en mars. On y est. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Malheureusement, on y trouve beaucoup de choses qui sont floues, renvoyées à plus tard, ou qui sont conditionnées par tellement d'éléments que vous savez très bien que les choses ne se passeront pas. Même sur des sujets simples. Je pense par exemple à l'équivalent de la loi E20 sur la cigarette. Désormais, vous ne pouvez plus faire de publicité pour les produits du tabac. Là, par exemple, rien n'est clair. En fait, vous ne pourrez plus faire de publicité sur les produits directement carbonés, mais enfin, il n'y a pas de publicité. C'est une loi floue, c'est une loi de recul pour vous ? C'est une loi... Je ne dirais pas que c'est une loi de recul, mais c'est une loi qui est une loi insuffisante, et il n'y a pas 3 jokers, il y a 500 jokers dans cette loi. Donc vous ne la voterez pas, quoi ? Non, je dis pas ça, je n'en sais rien. On verra bien ce que seront l'issue des débats. Là aussi, faisons de la politique de manière honnête et responsable. Donc si le texte avance dans les débats, si nous sommes écoutés, entendus, repris, je voterai la loi. C'est la condition. Vous y croyez ? J'y crois. J'essaye, à chaque fois que je rentre dans cet hémicycle, avec mes collègues, j'essaye de croire que ce gouvernement va peut-être un jour faire ce qu'il avait promis. C'est-à-dire écouter et la droite et la gauche. Pour l'instant, on a compris qu'il n'écoutait plus même. Mais enfin, tout le monde peut rêver. Dans ce projet de loi climat, il y a la volonté d'installer une taxe carbone pour les camions, mais ce seraient les régions qui l'installeraient et seulement celles qui le veulent. Valérie Pécresse est d'accord pour l'installer en Ile-de-France. Vous, en Ile-de-France, pour les régionales, vous soutenez Audrey Pulvar. Est-ce que c'est la position du PS finalement et est-ce que le PS est d'accord pour la mettre en œuvre ? Moi, je soutiens cette position déjà dans le quinquennat précédent, au moment où a été abandonnée la taxe carbone.
la taxe carbone et les portiques écotaxes de Ségolène Royal. L'écotaxe. Et je souhaitais effectivement qu'on puisse permettre aux régions qui le souhaitent et qui investissent beaucoup pour les routes, pour un réseau qui soit en bon état et qui voit des camions passer et qui n'en tirent aucun profit. Donc oui, je souhaite effectivement que celles et ceux qui polluent, qui détruisent nos infrastructures, les payent aussi. Et donc, région par région, ça c'est possible. Oui, c'est possible. D'accord. Oui. Alors, 2 dernières questions. Une question de Tam concernant les rixes qu'on a. Oui, les rixes entre jeunes qui se multiplient, notamment en Ile-de-France, qui sont de plus en plus violentes, avec des jeunes de plus en plus jeunes. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter, vous, contre ce phénomène? On a entendu Valérie Pécresse qui veut des polices municipales armées, Laurent Saint-Martin qui veut une police régionale. Qu'est-ce que vous proposez? Non mais... je les écoute, je suis stupéfait. On va armer les polices municipales parce que vous voulez tirer sur les jeunes qui sont en train de se battre. Police régionale, on a déjà une police nationale, une police municipale, il faudrait une police régionale aussi pour qu'il y ait encore plus de diversité. Ces gens sont pas raisonnables. En fait, il faut effectivement renforcer la police nationale et là, continuer à faire ce que nous avons, nous, fait dans le précédent quinquennat, c'est-à-dire revenir sur les 13 000 suppressions de postes sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et continuer à avancer. Mais ce qu'il faut aussi, parce qu'on le sait bien, la question, c'est pas simplement c'est trop tard, la répression. En fait, vous pouvez toujours réprimer, mais le mal est fait. Ce qu'il faut, c'est pour ces jeunes, et j'étais ce week-end avec une association avec laquelle on va travailler ensemble, justement, pour faire en sorte que, on sait bien, on les connaît, les bandes. Le pire, c'est pas que ça ne vient pas de nulle part. C'est pas nouveau, c'est plus violent qu'avant, mais on sait très bien que ces bandes, elles existent, on connaît les jeunes, on sait qui sont les meneurs, on sait, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait avant qu'ils ne passent à l'acte? Tout simplement, on cherche à faire en sorte que, par exemple, les rivalités s'expriment sur un autre terrain que celui de la violence. Ça peut être, on les fait voyager ensemble, on les fait se rencontrer sur un terrain de foot. Mais plus de policiers aussi, avez-vous dit quand même, tout à l'heure. Bien sûr. Recréer des postes de policiers. Bien sûr que là, il faut assurer une sécurité, et moi je ne suis pas de ceux qui pensent que... il y a uniquement la prévention. C'est 2 pieds, la prévention et la sanction. Mais sur la prévention, j'y insiste parce que personne n'en parle. Or, c'est essentiel. On sait très bien que, en fait, si on ne fait rien, ce sont souvent des jeunes qui sont un peu lâchés et qui sont finalement le résultat de nos modes de vie. Avec des parents, quand vous avez une maman, mère célibataire qui travaille, je l'ai rencontrée une autre jour, tenez-vous bien, elle a 7 heures de transport par jour en région parisienne pour aller faire le ménage dans toute la région. Elle a 4 enfants. Vous pensez qui c'est qui les élève, les enfants? Ils s'élèvent tout seuls. Donc ces enfants-là, si vous n'avez pas des médiateurs, si vous n'avez pas des associations, si vous n'avez pas des gens qui sont là pour venir en soutien de cette mère et qui viennent aussi tout simplement leur expliquer les règles de la vie, qui viennent tout simplement leur expliquer aussi qu'on peut effectivement considérer que depuis la guerre des boutons, le village d'en face, c'est pas terrible. Mais enfin, il vaut mieux se lancer il vaut mieux le lance-pierre plutôt que la batte de baseball ou l'arme blanche. Donc, alors voilà pour ce dossier. Une autre question plus sensible, question de société. Tout autre sujet. Le 8 avril, une proposition de loi sera proposée à l'Assemblée nationale par le groupe Liberté et Territoire pour légaliser l'euthanasie en France. Est-ce que vous y êtes favorable? J'y suis favorable. Non pas que ce soit pour moi une religion ou même un modèle que je souhaite imposer à qui que ce soit. Mais nous sommes une république laïque. Et donc ça suppose que chacune et chacun fasse ses choix de vie, et en l'occurrence de mort, selon sa propre conscience. Au nom de quoi irions-nous dicter aux uns ou aux autres les conditions de ce que peut être la fin de leur vie? Moi, je n'utilise jamais le terme de mort dans la dignité, de mourir dans la dignité, parce que ça relève de chacun. Et je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui considèrent que la souffrance puisse être aussi une part de la vie. Peut-être, je sais qu'il y a des religions où c'est la rédemption, peut-être qu'on cherche à atteindre par ce canal-là, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que personne ne peut imposer à qui que ce soit, en fonction de valeurs qui lui sont propres, de croyances qui lui sont propres, ne peut imposer aux autres. Donc il y aura une liberté de vote dans votre groupe. groupe. Je pense qu'il faut de la liberté tout court. Non, mais dans le groupe PS, il y aura une liberté de vote. Bien sûr, sur toutes les questions de conscience, il y a toujours une liberté de vote. Bien. Mais ce que je souhaite surtout, c'est qu'on y parvienne enfin, et je tiendrai une conférence de presse le 23 mars prochain avec celles et ceux qui, dans les groupes différents de l'Assemblée, sont prêts à avancer. Et moi, je souhaite une grande loi de liberté. Oui, bien. Une grande loi de liberté. Merci Brigitte, et merci Tam. Merci et à lundi, évidemment. À propos, on va rester sur cette histoire de
d'euthanasie, cette affaire d'euthanasie, Stanislas Guerini, hier, le numéro 1 de La République En Marche, a proposé une autre méthode pour permettre aux Français de s'exprimer sur un tel sujet. Vous allez l'entendre. Moi, je crois que la bonne méthode, c'est celle que nous avons employée pour adopter la PMA pour toutes. C'est-à-dire d'avoir un calendrier qui soit partagé, beaucoup de clarté, à un moment de concertation. Nous avons mis en place une convention citoyenne pour le climat. Peut-être que ce serait utile de mettre en place tel outil-là, une convention citoyenne, pour discuter, pour créer des conditions de consensus et que chacun puisse prendre ses responsabilités. Olivier Faure, convention citoyenne autour de l'euthanasie. C'est une blague. Enfin, est-ce que vraiment on a besoin que les Français se prononcent? Mais il n'y a pas un écart de 2% dans les sondages. C'est 97%, je crois, des Françaises et des Français aujourd'hui qui souhaitent cette loi de liberté. Donc, qu'on fasse une commission de Théodule de plus, alors qu'il y en a déjà eu des dizaines, on sait tout ça. En fait, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer sur la loi Claes-Leonetti. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait des soins palliatifs pour ceux qui le souhaitent. Il faut que chacun puisse trouver selon sa conscience. Mais je souhaite aussi... Comment expliquez-vous qu'une femme comme Paulette Gachin-Künzler, qui était contre... Ancienne ministre de François Hollande. Ancienne ministre socialiste, effectivement. Et parce qu'elle était avec une maladie incurable, qui était celle de son père, dont elle savait qu'elle serait, en fait, la fin qui lui était promise, et qui donc a été obligée d'aller en Suisse pour faire le choix de mourir. Moi, je souhaite que ce choix-là, il soit possible, y compris en France. Pourquoi voulez-vous imposer à qui que ce soit une morale qui n'est pas la sienne? Bien. Maintenant, Yves Tréhard nous a rejoint. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. Bonsoir Olivier Faure. On va changer un peu de registre. On va parler. Voilà, être un peu plus léger si on veut d'un certain point de vue. Il y a des élections qui arrivent, des élections régionales, et le Parti socialiste joue gros puisqu'il préside plusieurs régions dans notre pays. Et ce matin, sur Public Sénat, Benoît Hamon, un ancien du Parti socialiste, dit moi j'appelle à ce que l'union de la gauche se fasse derrière le candidat écologiste en Ile-de-France qui s'appelle Julien Bayou. Est-ce que vous allez demander à Audrey Pulvar de se ranger derrière la tête de liste Europe Écologie Les Verts? Alors moi j'ai entendu aussi quelqu'un ce matin qui est Esther Benbassa, qui est écologiste, sénatrice, et qui elle a dit qu'elle était prête à se ranger derrière Audrey Pulvar. Donc la discussion peut commencer. Bon, moi je ne suis pas opposé à cette discussion. Et même, pour tout vous dire, je l'ai souhaité depuis le début, et j'ai dit à Julien Bayou, faisons en sorte que chacun, selon ses points forts, puisse arriver à quelque chose, et qu'on puisse unir nos forces plutôt que nous diviser. J'ai entendu ce matin Éric Piolle, ou dimanche Éric Piolle, qui dit, en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne veut pas aller derrière Najat Vallaud-Belkacem parce que nous avons gagné Lyon, Grenoble et Annecy. En Ile-de-France, où sont les villes gagnées, à part Colombes, quelles sont les villes gagnées par les écologistes? Paris est socialiste, et je vous dis Paris parce que c'est tellement significatif, mais tant d'autres villes, de Châtillon à Savigny-le-Temple. L'Union, mais derrière Audrey Pulvar, alors ce serait assez logique, par exemple, de dire, en Ile-de-France, prenons Audrey Pulvar parce qu'elle est la mieux placée pour l'emporter. Peut-être que dans d'autres régions, il y a d'autres personnes qui peuvent être soit un écologiste, soit quelqu'un de la société civile, soit quelqu'un... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut arrêter de dire oui au rassemblement, mais le rassemblement, c'est toujours derrière moi. Derrière moi étant chacun, l'écologiste, le socialiste, etc. Voilà. Sachant, on va parler de la présidentielle tout à l'heure, que vous avez dit que c'était pas nécessairement un socialiste qui devait représenter la gauche à la présidentielle. On va y revenir. Le meilleur ou la meilleure. Voilà. Alors, dans les Hauts-de-France, là, vous avez réussi à faire l'union avec un homme, d'ailleurs, qui avait toute la légitimité pour être numéro 1, qui s'appelle Patrick Kanner, sénateur socialiste, ancien ministre. Et non, c'est Karima Delli, l'écologiste qui va conduire la liste, dans laquelle on va retrouver normalement des socialistes, précisément, des communistes et de la France insoumise, ainsi que des écologistes. Quel est le but, là? C'est de battre Xavier Bertrand? Le but, c'est de faire en sorte que cette région des Hauts-de-France soit une région qui soit gérée de manière plus sociale, plus écologique, plus démocratique, et qui soit favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui est le projet commun, le tronc commun entre ces formations que vous venez de citer. Et donc, le but, il est régional. Il est de faire en sorte que demain, cette région soit gérée différemment, dans une région qui est largement polluée par l'extrême droite, qui a été la source d'un vrai traumatisme il y a 6 ans. Et donc, je souhaite que ce traumatisme soit réparé. Imaginons, mais on n'imagine pas, parce que ça pourrait très bien se produire, compte tenu de cette union de la gauche, un deuxième tour avec M. Bertrand
le candidat du Rassemblement national et le Rassemblement de la gauche. Vous vous maintiendrez si vous êtes qualifié. S'il y a un risque de victoire du Rassemblement national, qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, et la formation que je dirige, nous avons toujours dit la même chose. Nous ne serons pas de ceux qui font élire le Rassemblement national. Si je comprends bien, ça veut dire que vous vous rangeriez derrière le mieux placé si c'est M. Bertrand. Je crois que vous me comprenez parfaitement. Ouais. Je n'irai pas plus loin parce que nous n'en sommes pas là et que moi je souhaite la victoire de la liste conduite par Karima Delli. Donc on verra bien le moment venu. Mais s'il n'y a pas de menace, il n'y a aucune raison de se retirer non plus. D'accord. Alors, le Parti socialiste... Et j'espère, Yves Tréhard, parce que on pose toujours la question aux socialistes. J'aimerais qu'on pose la question aussi aux Républicains, Elle ou à sera ceux posée. qui l'ont été. Quand ils viendront, quand ils seront là. Eux-mêmes disent ce qu'ils sont prêts à faire. J'ai entendu Gérard Larcher le dire pour la présidentielle. J'aimerais que Xavier Bertrand, par exemple, le dise pour les Hauts-de-France. Elle sera posée, évidemment. Alors, le Parti socialiste, qui va pas très fort sur le plan financier, si j'ai bien compris... Ça a été mieux. Ça a été mieux. Vous allez pouvoir présenter un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Votre choix va toujours vers Madame Hidalgo? Mon choix, je l'ai toujours dit, c'est que nous prenions le moment venu le ou la meilleure d'entre nous pour incarner ce bloc social et écologique. Et étant moi-même socialiste, effectivement, je préfère que ce soit une socialiste, en l'occurrence Anne Hidalgo, qui soit la candidate, si elle se déclarait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je suis prêt à envisager toute éventualité à une condition et une seule. C'est que, là aussi, les autres partis politiques disent la même chose que moi, parce que c'est trop facile. On ne peut pas dire « je veux le rassemblement, mais c'est derrière moi ». Non, moi je suis le seul aujourd'hui à gauche à dire « je prends mon risque ». Je prends mon risque. Je ne sais pas qui sera le meilleur ou la meilleure. Qui le sait? Mais en revanche, ce que je sais, c'est que le plus gros risque que j'ai à prendre pour ma formation politique et plus encore pour le pays, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidat de gauche et de l'écologie au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et donc, j'essaie d'être responsable et unitaire pour 5, pour 10, pour 15. Il y en a ras-le-bol de cette gauche qui prétend que Macron c'est affreux, Marine Le Pen c'est insupportable, mais on fait tout pour leur dérouler le tapis rouge. Alors, soit on pense que le réchauffement climatique, on a 10 ans seulement pour réparer la planète, et dans ces cas-là, on s'y met maintenant, soit... on arrête de le dire et on dit c'est pas très grave, on peut se désunir encore. Moi je ne comprends pas ces gens qui vous disent je ne peux pas me rassembler avec les gens qui sont plus proches de moi. Dans ces cas-là, vous rassemblez avec qui vous voulez gouverner? Est-ce que sur Madame Hidalgo, vous n'avez pas été un peu inquiet quand même, comme beaucoup de Parisiens et de Franciliens il y a une quinzaine de jours, quand on a vu un soir, c'était un jeudi soir, je crois, son premier adjoint, M. Emmanuel Grégoire, nous annonçait que il demandait le confinement de Paris parce que les chiffres étaient inquiétants. Et Mme Hidalgo le contredire quelques jours après en disant « Mais non, c'était tout à fait absurde, je suis contre le confinement », dit-elle même. Ça donne pas quand même un sentiment de grande sécurité pour quelqu'un qui veut devenir présidente de la République, peut-être? Je crois que son premier adjoint s'était corrigé de lui-même et qu'il avait été un peu rapide dans son expression. Et compte tenu de la sensibilité à la fois du sujet et puis maintenant de l'attention portée à tout ce que peut dire Anne Hidalgo, ça s'est embrasé un jeudi soir comme vous le dites, parce que Jean Castex avait lui-même annoncé qu'il n'y avait pas de confinement en vue. Donc il y avait là une forme de contre-programmation qui a créé en fait le buzz et qui a été bien trop fort, alors que je crois que l'intention de la mairie de Paris était de tout poser sur la table. Et moi je crois que d'une certaine façon, il faut tout poser sur la table avec tous les éléments. J'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut que tout soit dit pour que la bonne solution soit retenue le moment venu. Alors, toujours dans la perspective de 2022, puisque c'est bientôt maintenant, ça va bientôt arriver, presque d'un an, est-ce que vous tendez la main à monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui fait toujours un peu la course en solitaire dans ce genre de scrutin? Moi, je suis pas marin, mais enfin, je suis très Vendée Globe. Donc, si Jean-Luc Mélenchon était pris dans une tempête et que son mât était cassé, plutôt que de continuer à courir, je vais aller chercher. Et son mât est cassé? Je pense qu'en tout cas, il n'a plus la force propulsive qu'il avait il y a 5 ans. Et donc, moi, je souhaite qu'il comprenne qu'il peut être celui qui aide la gauche à retrouver en fait les affaires. Et que cette surenchère permanente, cette façon de disqualifier le voisin en permanence pour essayer de se pousser du col, n'a aucun sens. Donc, si on veut, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours épaté par les gens qui sont très radicaux dans les mots, qui vous disent, voilà, donc
Un socialiste, pour M. Mélenchon, c'est déjà un homme de droite. Très bien, mais enfin, si nous-mêmes sommes déjà des hommes de droite, avec qui veut-il gouverner ? Est-ce que c'est avec ces 6% de l'élection européenne qu'il pense qu'il va gouverner la France ? Et même s'il en avait le double, comme certains sondages semblent lui faire espérer. Parce que pour l'instant, il est en tête à gauche. Hein. Oui. Pour l'instant, parce que vous avez des offres qui sont des offres disjointes. Mais il est en tête à gauche. Sociale et écologique, donc qui serait largement en tête. Mais même en admettant qu'il fasse 12%, peu importe, c'est pas... 12%, vous faites quoi ? Non seulement vous ne gagnez pas la présidentielle, mais même si par un hasard mystérieux, vous arriviez à vous qualifier avec 12% à la présidentielle au second tour, parce que tout le monde était tombé très bas. Mais comment vous gouvernez un pays ensuite ? Si vous voulez vraiment transformer ce pays, il faut trouver une majorité. Et une majorité, c'est pas simplement l'affaire d'effets de levier en permanence, en espérant que... Bien. Voilà. Le Parti socialiste bouge encore. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et il vit bien. Et je pense que les grandes idées ne meurent jamais. Merci Yves. Merci. Et à lundi, Merci, évidemment. Merci, frère. Juste rapidement, on va parler de la proportionnelle parce que c'est 2022 l'élection des députés. Vous avez dit récemment que c'était un peu trop tard pour la mettre en place d'ici 2022. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, il estime, lui, qu'il y a une fenêtre encore possible jusqu'en juin. Et François Bayrou, du Modem, qui tient mordicus à la proportionnelle, enfonce le clou. Hier, par exemple, sur France Inter, il a proposé une solution. Et cette solution, c'est par exemple d'organiser un référendum sur la proportionnelle le même jour que les départementales et les régionales. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, mais je suis un peu consterné par ce débat parce que on est en pleine pandémie. On est à un moment où les Françaises et les Français se demandent comment ils vont continuer à vivre. Et vous avez des gens qui, semaine après semaine, ont une seule obsession, le mode de scrutin. Franchement, c'est lunaire. Et par ailleurs, si vous voulez avoir ce débat-là, on peut l'avoir. Moi, je ne suis pas opposé à ce débat. Mais vous ne pouvez pas l'avoir indépendamment de ce que sont nos institutions. Donc un régime politique, c'est à la fois une constitution et un mode de scrutin. C'est ce que j'ai appris quand j'étais étudiant en droit. Donc, et je pense que mes enseignants avaient parfaitement raison. Il y a des équilibres à trouver. Vous ne pouvez pas dire simplement c'est proportionnel pour 10 départements et puis le reste au scrutin majoritaire. Enfin, tout ça, c'est une improvisation manifeste et qui ne mène nulle part. On va accueillir maintenant les deux parlementaires qui vont débattre avec vous. Bonjour messieurs. Bonsoir. Et je vous présente nos invités. Bonsoir Jean-Charles Collaroy et bonsoir Philippe Dominati. Merci d'être sur ce plateau. Je vais vous présenter un par un. Jean-Charles Collaroy, vous êtes député de La République En Marche de l'Isère. Vous êtes un spécialiste des questions climat, notamment, parce que ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est vrai. Et bonsoir Philippe Dominati. Rebonsoir, pardon. Vous êtes sénateur apparenté Les Républicains de Paris. Et vous êtes, vous, plutôt un spécialiste des questions de police et de sécurité. Tout ça, on va en parler. Mais alors, il y a un sujet que vous allez évoquer avec Olivier Faure. Vous allez commencer, Jean-Charles Collaroy, par ordre alphabétique. Vous pourrez réagir tout de suite, Philippe Dominati. C'est sur le projet de loi climat, parce que selon que vous placez l'un ou l'autre, pour vous c'est urgent, pour vous c'est moins urgent. Donc ça peut être très intéressant qu'Olivier Faure vous réponde. Oui, c'est vrai que 2021, ça va être une année extrêmement forte sur le front du climat. Il y a le projet de référendum, vous en avez parlé tout à l'heure, et je vous remercie d'avoir clarifié le fait que vous seriez favorable. Il y a le plan de relance avec les 30 milliards d'euros consacrés au verdissement de l'économie. Et j'étais, moi, à Grenoble cet après-midi, on inaugure des bâtiments qui sont rénovés, et ça va dynamiser. Et puis, il y a cette loi climat et résilience. Et je vous ai senti hésitant, alors même que c'est une loi qui a été travaillée avec les citoyens de la Convention, comme jamais, une loi inédite. Et puis avec beaucoup de réformes qui vont dans le bon sens. Et si j'en crois d'ailleurs, vous savez, les Républicains qui présentent des amendements de suppression sur quasiment tous les articles, reprenant les inquiétudes de certaines filières économiques, on voit bien que cette loi, elle va déjà loin, il faut l'enrichir, mais je trouve vous pourriez être plus clair sur le fait que vous allez la voter et qu'ensemble on va progresser. Moi j'admire cette rhétorique de La République En Marche, en fait... Tout est toujours formidable et il faudrait toujours qu'en fait on soit d'entrée de jeu d'accord avec ce que vous proposez. D'abord, vous dites ça a été bossé avec la Convention climat. La réalité, c'est que vous avez vu la note qu'ils ont infligée au projet de loi et qu'ils considèrent qu'il n'a même pas la moyenne. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent même pas dans le projet qui est proposé. Bon, Quand la mesure de réforme de la Constitution est reprise telle qu'elle,
Ils ne mettent même pas 10 sur 10, ils mettent 6 sur 10. Donc ce système de notation, il faut le regarder avec prudence. C'est des profs sévères, quoi. Il y avait 2 éléments dans la réforme de la Constitution, une partie que vous avez retenue, une partie que vous n'avez pas retenue sur le préambule. Mais c'est pas là le sujet. C'est simplement pour vous dire que, en fait, il y a quand même, vous ne pouvez pas prétendre qu'ils vous soutiennent et qu'ils sont parfaitement en ligne avec ce que vous proposez. Moi, ce que je lis dans ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de points sur lesquels, en fait, on aurait aimé que les choses soient claires. Vous me demandez de la clarté. Moi, je voudrais de la clarté, par exemple, sur pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a rien sur l'obligation de rénovation globale des logements, sur le parking environnemental, sur les infrastructures ferroviaires, sur le prêt à taux zéro pour les véhicules peu émetteurs, sur la TVA réduite sur les produits locaux, sur la taxation des produits ultra transformés, sur les chèques alimentaires, sur la TVA réduite sur les billets de train. Voilà des sujets sur lesquels la Convention avait avancé et pour lesquels il n'y a malheureusement pas ce que nous voulions dans ce texte. Donc voilà, soyez clairs, reprenez aussi ces propositions parce que nous avons besoin d'aller vite. Le projet de texte a été bâti sur la base d'une volonté, 40% d'émissions en moins en 2030. Nous allons avoir des obligations européennes qui vont être encore supérieure à celle-là. Or, on sait très bien que la France n'arrive même pas à tenir ses obligations actuelles. Donc là, il faut accélérer. Il faut que. Mais il ne vous aura pas échappé que le travail de la Convention citoyenne a été fait entre septembre 2019 et mai 2020 et que nous légiférons aujourd'hui en pleine crise économique. Donc, est-ce que vous êtes pour des mesures encore plus punitives sur l'aérien à un moment donné où le trafic est quasi nul et où vous avez des industries et des salariés qui sont quasiment à l'arrêt et très inquiètes? Donc moi, je pense qu'on peut progresser sur des mesures, la rénovation des bâtiments, par exemple, ou d'autres mesures. Mais attention à ne pas être jusque-boutiste et à vouloir faire croire qu'il faudrait être punitif avec des secteurs économiques qui aujourd'hui sont à l'arrêt, quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il ne fallait pas être punitif. Mais je vais prendre un exemple concret. J'étais dans les fonderies du Poitou, qui fabriquent en fait des carters pour les camions diesel, et ils en avaient une partie de l'entreprise qui fabrique des diesels aluminium, l'autre partie en fonte. Sur la partie aluminium, ils ont pu se recycler dans les hybrides. Pour la partie fonte, c'est plus compliqué. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, est-ce qu'on sacrifie les salariés? Est-ce qu'ils sont la variable d'ajustement de la transition écologique? Moi, j'aimerais, et c'est ce que je plaidais déjà au moment des élections européennes, qu'il y ait un mécanisme qui soit celui du chômage partiel, qui fut inventé par les Allemands, mais eux, ils avaient assorti d'autres choses. C'est-à-dire que pendant que vous faites du chômage partiel, pendant le temps libéré, vous formez les gens à leur métier d'après. Et donc là, vous avez quelque chose qui permet des transitions et où les salariés ne sont pas la variable d'ajustement et ils ne sont pas on est d'accord sur les formations. Alors, Philippe Dominati, vous écoutiez cet échange avec gourmandise, si j'en vois votre regard, parce que vous avez le masque, mais ça se voit. Parce que vous dites, tout ça c'est bien joli, mais c'est peut-être pas forcément une priorité en ce moment. Écoutez, moi je vous écoute depuis le début de l'émission. Vous étiez souvent en phase avec l'action du gouvernement, parfois pour des raisons de responsabilité sanitaire, sur d'autres sujets. Et en réalité, moi, ce qui me gêne, c'est que depuis 8 ans, c'est à peu près la même politique. Vous avez voté des budgets pendant 5 ans sous l'autorité d'un ministre des Finances, parfois qui s'appelait Emmanuel Macron. Et puis au bout de 3 ans, vous divergez. Moi, j'ai le sentiment que le président de la République a très bien retenu la leçon de François Hollande. À 12 mois des élections présidentielles, il y avait eu la COP 21 sous François Hollande. Avec Emmanuel Macron, il y a cette nécessité de référendum. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. La liste des sujets que vous avez évoqués sur l'écologie, c'est une réalité. Et effectivement, c'est un processus très long. Mais moi, j'arrive pas à comprendre ce qui différencie le Parti socialiste de la majorité présidentielle, parce qu'en réalité, on retrouve les mêmes acteurs, on retrouve à peu près la même politique, les mêmes engagements économiques, et en réalité, j'ai l'impression que vous vous disputez un peu sur l'épaisseur du trait. Monsieur Dominati, vous êtes formidable. Le Premier ministre, il vient d'où? De chez vous. Je ne le connaissais pas. Vous voyez, je ne connaissais pas. C'est facile de prendre quelqu'un. Moi non plus, je ne connaissais pas. Premier ministre de chez vous. Mais moi, je ne connaissais pas Emmanuel Macron avant qu'il devienne ministre non plus. Donc, vous voyez. Vous ne le connaissiez pas. C'était votre ministre et le théoricien du quinquennat de François Hollande. Je ne le connaissais pas. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Oui, mais je ne le connaissais pas. Ministre des Finances. Moi, ce que je vous dis, c'est que Jean Castex vient de chez vous. Le ministre de l'Économie et des Finances vient de chez vous. Le ministre de l'Intérieur vient de chez vous. Enfin, je pourrais continuer à la liste longtemps comme ça. Et je pourrais même vous dire que pourquoi je ne suis pas avec ce gouvernement.
Tout simplement parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la politique fiscale qu'ils ont conduite, mais que vous avez voté. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait sur l'asile et l'immigration, mais que vous avez voté. Je ne suis pas d'accord avec la politique qu'ils mènent sur la sécurité, et pourtant, vous le votez encore. Donc, la question, c'est effectivement, qui est d'accord avec quoi? Sur le travail, qui a voté la loi Pénicaud? Pas moi. Vous avez voté la loi Pénicaud. Sur la question de la SNCF, moi, je n'ai pas voté la loi SNCF. Vous avez voté la loi SNCF. Parce que Philippe Dominetti vous interrogez sur... Vous étiez très timide. Moi, j'étais contre la réforme des retraites. Philippe Dominetti, vous interrogez sur l'écologie en disant, finalement, c'est pas forcément de la suite. Sur l'écologie. En réalité, le catalogue sur l'écologie démontre à mes yeux qu'en réalité, vous êtes les mêmes acteurs dans l'Assemblée nationale actuelle. Je dirais, en réalité, il y a une rupture au sein du Parti socialiste. Il y a une rupture entre les sociaux-démocrates et les démocrates sociaux. La méthodologie de gouvernement est exactement la même. Les déficits, budget après budget, c'est la même ligne politique maintenant menée dans ce pays depuis 8 ans avec les mêmes dérapages, les mêmes visites à l'Europe, les mêmes engagements vis-à-vis de l'Union européenne en disant nous allons remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Et en réalité... Mais là, je crois que vous confondez avec votre propre parti. C'est vous qui tenez le discours. Et puis, attention, parce que... écoutez, monsieur Weber, écoutez vos amis. Les alliances du PS montrent tout le contraire. Le PS, aujourd'hui, est allié avec Europe Écologie Les Verts, avec la France Insoumise, et souvent, d'ailleurs, est à la remorque de la France Insoumise, qui sont des radicaux, qui sont des décroissants, qui sont contre l'économie de marché, qui sont contre l'armement des polices municipales, ou qui sont parfois dans le déni sur les sujets de laïcité ou de sécurité. Donc, n'essayons pas de se renvoyer la balle. Moi, je crois que le PS n'est au contraire pas clair. Je vais vous mettre d'accord. Je vais vous mettre d'accord tout de suite. Qui était allié avec qui au municipal? Bon, ben voilà, c'est simple. Vous étiez ensemble à Bordeaux, à Lyon, etc. C'est vous qui avez fait alliance à Nice. C'est vous qui avez fait alliance. Et aux prochaines régionales, si je comprends bien, en PACA, vous voulez faire comme liste commune. Il y a un certain nombre d'endroits. Et dans les Hauts-de-France, vous êtes allié à la France Insoumise. Vous allez vous mettre derrière Europe Écologie Les Verts. Mais moi, je ne me cache pas. Je dis que je ne suis pas. Personne ne se cache ici. Si, vous dites que vous n'êtes pas ensemble. Moi, je dis, si, la République En Marche et les Républicains, malheureusement, à la fois sur la politique que vous conduisez, j'en ai fait la démonstration, sur les hommes qui conduisent principalement la politique de la nation, j'en ai fait la démonstration, et sur les alliances que vous conduisez mois après mois dans les élections locales, vous le montrez aussi. Donc maintenant, ne venez pas faire les politiciens en expliquant que c'est machin qu'il avait qui. Non, moi je suis clair. Pas politicien. Je dis où je suis. C'est une ligne politique. Je dis où je suis. Dans la continuité de. J'ai toujours dit où j'étais. J'ai toujours dit ce que je faisais, et y compris quand je m'allie avec les Insoumis, comme vous dites, ce que je ne nie pas. Dans les Hauts-de-France, sur un programme régional, ça ne m'empêche pas de dire mes désaccords avec la France Insoumise non plus. Sur la question de la laïcité, comme vous dites à l'instant, j'ai été le premier à avoir dit qu'il y avait des ambiguïtés dans leur discours, bien avant que quiconque en fasse le procès. Oui, mais ça c'est fondamental. Voilà. C'est quand même fondamental. Vous voyez, sur le nucléaire, sur la croissance de l'économie, sur le lien avec l'économie de marché, sur comment on veut développer l'économie, c'est fondamental. Jean-Charles Collaroy, nous faites le rien, vous parlez de nucléaire. On va parler d'EDF justement, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, sur le projet Hercule, où il est prévu que EDF soit divisé en 3. Bien sûr. Bah oui, c'est un sujet important parce que je trouve qu'on devrait se retrouver pour essayer de sauver l'avenir d'EDF. 3 dates d'abord. 1999-2000, c'est l'ouverture du marché européen. Ça se passe sous Lionel Jospin, et avec des ministres communistes d'ailleurs, et Jean-Luc Mélenchon dans le gouvernement. 2004, c'est l'ouverture du capital d'EDF jusqu'à 30%. Aujourd'hui, il est ouvert à 16%, mais il y a une possibilité jusqu'à 30%. Et ensuite, 2012, c'est l'accès au nucléaire historique. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette réforme Hercule ? On veut sécuriser la filière du nucléaire en rehaussant l'accès au nucléaire historique et en donnant un prix réévalué. On veut sécuriser les concessions hydrauliques, et je peux vous dire qu'en Isère, c'est un sujet majeur, en permettant à EDF de renouveler ses concessions, et c'est une négociation âpre avec l'Europe. Et troisièmement, on veut cantonner uniquement la partie qui est ouverte au capital à une petite partie d'EDF, les renouvelables et une partie des réseaux, et pas à toute EDF comme aujourd'hui. Donc en fait, c'est une réforme où vous devriez nous soutenir. On veut sécuriser l'avenir d'EDF. Et je ne vois pas ce soutien. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans la politique politicienne par rapport à ce dossier ? Moi, je suis toujours fidèle à ce que je pense. Et donc, sur ce réseau historique, que les Français ont payé avec leur argent, qui nous appartient à toutes et à tous, c'est un bien commun. Je souhaite que ce bien commun le demeure. Je souhaite que nous ne confions pas demain l'avenir, alors que nous sommes en train de conduire la transition écologique,
que nous devons la conduire en tout cas, je ne souhaite pas que les outils de la transition soient confiés à des mains qui ne seraient pas forcément celles qui peuvent nous aider à la conduire dans de bonnes conditions. Et je ne souhaite pas que ce soit notamment une forme de privatisation rampante qui conduise derrière à ce que sur les tarifs, sur un certain nombre d'infrastructures qu'il faudrait ou préserver ou construire, etc., les choix ne dépendent pas de l'opérateur historique dans les conditions qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas confiance à ce gouvernement pour conduire cette réforme. Je vois que toutes les réformes que vous avez conduites jusqu'ici, elles avaient le même objectif. Vous avez cherché à vendre ce qu'on appelle communément les bijoux de famille, mais vous vous rendez compte que vous avez quand même privatisé la Française des Jeux. Et c'est le gouvernement Jospin qui a le plus privatisé depuis 30 ans. Pas n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi, et pas dans n'importe quelle condition. Votre héritage. C'est aussi celui. Mais j'assume parfaitement cet héritage. Je dis simplement que quand vous. Mais rendez-vous compte que vous avez privatisé la Française des Jeux, c'est-à-dire une machine à cash, il suffit juste de faire ding tous les ans. Vous avez confié ça au privé. C'est quand même incroyable. Vous avez voulu faire la même chose avec ADP. Et s'il n'y avait pas eu cette grande mobilisation, on en serait déjà à la vente d'ADP. Enfin, je ne comprends pas. Et par ailleurs, si vous voulez, avant même que, il y a des sujets sur lesquels, moi, je ne partage pas le point de vue qui a été défendu parfois, y compris par des socialistes. Je ne suis pas sûr qu'il fallait privatiser les aéroports, par exemple, de Toulouse. Et voir aujourd'hui que ce sont les Chinois qui, après l'avoir acheté, cherchent à le revendre, etc., dans de bonnes conditions pour eux, mais déstructurant complètement notre propre parc. Donc, oui, je souhaite que nous soyons clairs, qu'il y ait des principes clairs. Et si les principes sont clairs, nous pourrons suivre. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Philippe Dominati, vous vouliez parler, vous, plutôt des questions de sécurité. Je disais tout à l'heure que c'est votre spécialité, et de police, qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure avec Olivier Faure à propos des risques. Mais vous allez pouvoir aller plus loin. J'ai entendu, c'était à peu près sur la même ligne, puisque en réalité, vous avez fait allusion à Nicolas Sarkozy. Il y a, avec la suppression des effectifs, c'est-à-dire on a entendu cela pendant tout le quinquennat de François Hollande, et il y a eu 3 ministres de l'Intérieur avec Emmanuel Macron depuis, je dirais, la crise du terrorisme et de l'immigration. En réalité, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on prend 10 ans en arrière le budget de mission sécurité, le personnel, le titre 2 représentait 80% du budget de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et le reste, fonctionnement plus investissement, 20%. 10 ans après, c'est 90-10. En réalité, une augmentation des salaires de 23%, mais que de 6% des effectifs. Et 10 ans après, pour plus de monde, l'investissement, lui, n'a augmenté que de 0,4%. En réalité, ce que je dénonçais tout à l'heure, d'une manière générale, se produit dans ce domaine très particulier, qui est la police et la gendarmerie nationale. C'est en réalité les mêmes hommes, la même politique, les mêmes hauts fonctionnaires qui mènent, je dirais, la politique de sécurité de la France. D'ailleurs, il y a eu le livre blanc. Vous avez raison, c'est M. Darmanin qui il a disparu en même pas un mois. On est passé au Beauvau, les réunions de Beauvau, le président de la République écrit au secrétaire général du syndicat des policiers de gauche. Moi, j'aimerais savoir, là aussi, qu'est-ce qui vous différencie en matière de sécurité de la politique de ce gouvernement? Parce qu'en réalité, encore une fois, c'est la même. Et la différence qu'il y a entre vous et moi, et la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que les 8 dernières années, moi, j'ai contesté le fait qu'il n'ait pas assez de moyens, et que vous, pendant 5 ans, vous avez quand même voté les budgets précédents. Voilà. Je ne sais même plus quoi vous répondre, tant j'ai l'impression que on a quitté la planète Terre. En fait, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été jusqu'à son entrée au gouvernement chez les Républicains. Le ministre de l'Intérieur, c'était Gérard Collomb, si ça vous dit quelque chose. Après, c'était, je crois, M. Castaner, que vous connaissez bien. Oui, M. Gérald Darmanin. Vous ne pouvez pas dire sur Gérald Darmanin, qui est là depuis quelques mois, qu'il est le responsable. En plus, Gérald Darmanin profite d'un plan de relance pour essayer de trouver un peu de sous. Donc, vous êtes dans la continuité. On laisse répondre, Olivier. Si la continuité, c'est de recruter à nouveau dans le renseignement, dans la gendarmerie et dans la police, recruter. Oui, ça, cette continuité-là, je l'assume. C'est ce qu'on a fait. On a recruté 10 000 postes, depuis 2010. Là où je ne suis pas dans la continuité avec ce que vous avez fait,
C'est que vous avez supprimé des postes, 13 000 sur Nicolas Sarkozy. Donc, moi, je veux bien, mais je préfère dans la continuité. Et là, cet effort-là, en termes de sécurité, il ne devrait pas nous diviser, nous opposer. On devrait bien sûr se dire, quel est le sens de dire, je suis plus, monsieur plus, monsieur plus, monsieur plus. Mais moi, je suis, enfin, comme tous les Français, je tiens à ma sécurité, je tiens à celle de mes enfants, à celle de ma famille. Oui, mais vous parliez de sincérité. Alors, lorsque vous parlez de sincérité, bien sûr. La sincérité vous obligerait à dire, lorsqu'on crée un agent supplémentaire, on lui donne les moyens. On lui donne une voiture, on lui donne des armes, on lui donne les moyens. On investit, c'est ça que vous voulez dire. Ce que vous avez fait, et ce qui continue à se faire sous le président Macron, c'est que lorsqu'on crée 3 postes supplémentaires, on supprime une voiture. On est passé, je l'ai dit tout à l'heure, de 80% pour les frais personnels de 20% pour le fonctionnement et l'investissement à moins de 10%. Les récriminations, les grèves de policiers, le ras-le-bol en réalité des forces de sécurité, ce sont les mêmes que sous François Hollande. Il n'y a pas eu de réforme. Allez, on laisse répondre Olivier Faure. Et pourquoi les ministres, qui sont les mêmes, l'ancien directeur de cabinet de Cazeneuve, c'était le directeur général de la police il y a encore quelques Olivier peu de Faure, un temps. mot. Pourquoi d'un seul coup vous êtes en braquage et je ne comprends pas encore quel est votre projet sur ce sujet? Vous parliez de sincérité. Allez, on laisse répondre. Non, dites, mais, enfin, écoutez, ce qui vous différencie. j'ai compris que, en fait, vous étiez venu pour dire que j'étais Emmanuel Macron, ou que, plus exactement, je suivais sa politique, que j'étais d'accord avec tout. J'ai essayé de vous montrer à cette émission que j'étais plutôt cohérent avec ce que nous pensons et qu'à chaque fois que nous sommes en accord, nous disons nous sommes d'accord. Quand nous ne le sommes pas, on le dit aussi. Et j'ai l'impression que dans ce quinquennat, j'aurais fait la démonstration que plus souvent, c'est vous qui avez été d'accord avec le gouvernement. Parfois, je l'ai été, peu souvent, à vrai dire. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis les Français jugeront. Bien. Mais ne vous êtes pas dans un an. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Je crois que les Français n'en peuvent plus d'avoir des gens qui nous racontent. Alors on va aller maintenant. Non, c'est pas facile. Je vous pose une question. On va aller faire un détour maintenant par le Figaro Live où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent. Vous allez nous dire, vous, comme tous les lundis soirs, Vincent, ce que vos lecteurs, internautes ou nos téléspectateurs ont retenu d'actualité, ce qu'ils commentent le plus sur le Figaro Live. J'ai les chiffres devant moi, mon cher Francis. Bonsoir Olivier Faure. Ce qui est très commenté, c'est la réaction choquée des Britanniques à la dernière une de Charlie Hebdo. On y voit une caricature de la reine écraser Meghan Markle comme Derek Chauvin, vous savez, le policier qui a étouffé George Floyd. Est-ce que vous aussi, Olivier Faure, vous êtes choqué, vous dites comme les Britanniques, shocking? Franchement, Charlie Hebdo, c'est un journal satirique et donc il choque en permanence. Rappelez-vous, pour le général de Gaulle, c'était balle tragique à Colombey. Pour les musulmans, on le sait. Pour le pape, il a été moqué si souvent que, etc. Donc, la reine d'Angleterre n'a pas de raison d'y échapper. Voilà. Et donc, il cherche à faire se conjuguer deux actualités, celle de George Floyd et puis, parce que c'est celle du racisme, avec celle de la famille royale. Si ça fait réagir, c'est justement fait pour ça, c'est fait pour faire réfléchir. Il y a des gens qui comprennent ce qu'est la satire, puis il y a des gens qui ne le comprennent pas. On n'est pas obligé d'aimer, personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebdo. Ceux qui n'aiment pas, ils n'achètent pas. Vincent ? Et vous aimez ou vous aimez pas? Ça dépend, je pas toujours. Enfin, des fois ça me fait rire, des fois ça me fait pas rire. Cette une, Olivier Faure. Cette une, Olivier Faure. Elle me fait pas rire, mais je la comprends, je comprends ce que ça veut dire. Enfin, moi, j'ai suivi ça de très loin, pour tout vous dire, mais je comprends que pour que vous ayez un petit-fils et sa femme qui décident de quitter les attributs de la famille et de la couronne britannique, c'est que certainement il y avait de bonnes raisons de le faire. Et en parlant de racisme dans la famille royale. En parlant de racisme dans la famille royale, et malheureusement, ce serait pas la seule famille au monde où les choses existent. Donc, c'est des histoires qu'on rencontre tous les jours. Et oui, c'est bien de faire prendre conscience, y compris sur le fait que la discrimination, c'est pas seulement au travail, c'est parfois dans la famille. Et même les plus grandes, c'est ce que vous voulez dire. Et même les plus grandes familles. Et même, je ne sais pas si elles sont plus grandes, je ne la considère pas plus grande que la mienne, mais royale, c'est pas moi je suis un républicain. Donc, oui, vous savez ce que c'est, famille royale, je ne vais pas dire ça. Royale, mais enfin, moi je me sens tout à fait républicain. Au même niveau. Voilà, Merci Vincent. Merci Vincent.
de nous avoir posé cette question du Figaro Live. Merci Jean-Charles Collaroy, merci Philippe Dominati d'être venu sur ce plateau pour débattre avec Olivier Faure. Et merci Olivier Faure d'avoir participé à l'audition publique. 1 heure, ça passe vite, malgré tout, même si on a dit beaucoup de choses. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Audition publique revient en direct lundi à 19h30. Vous pouvez d'ici là retrouver sur les sites internet de LCP, de Public Sénat et sur le Figaro Live. Bonne soirée, merci et à lundi.